Bonjour à tous et bienvenue. Alors nous sommes, ravis, de vous accueillir ce matin pour ce 3e, web café interactif sur les impacts, de la situation en Europe de l'Est, dont le sujet du jour est situation mondiale perturbée, impact sur les marchés du Vietnam et de l'ASEAN. Alors avant de laisser la parole aux intervenants, du jour, Thierry et Zachary, laissez-moi vous donner, quelques petits détails techniques. Donc, ce web café est donc interactif. L'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras et vos micros pour poser vos questions à nos intervenants ou à utiliser, si besoin, donc la partie questions dans le chat. Donc, ce webinaire sera enregistré et vous sera envoyé par mail dans les prochains jours. Et je laisse maintenant donc la parole à Zachary et à Thierry pour le sujet du jour. Et je vous souhaite un très bon web café. Merci Maëlle. Alors, on va commencer par ce... Ah, il y a un slide qui n'apparaît pas. C'est pas grave, on va rester sur celui-là. Bonjour à tous, on va commencer par se présenter. Donc, je suis Thierry Mermet. Je vis au Vietnam. Là, je vous parle de Saigon, où je suis installé depuis une vingtaine d'années. Et j'ai fondé il y a 15 ans Source of Asia avec 2 associés, dont Zachary qui intervient aujourd'hui avec moi. Notre siège est dans le sud du pays. On a aujourd'hui un peu plus de 55 personnes, sans compter 80 personnes en portage salarial. Zachary vous expliquera ça dans les différents services qu'on propose. Et on couvre le Vietnam et différents pays de l'ASEAN avec un grand nombre de partenariats avec des réseaux en France. Et notamment, c'est le cadre aujourd'hui de cette intervention avec le groupe BPCE avec lequel nous avons signé une convention qui nous permet d'animer un petit peu les actualités à l'international vers les entreprises clientes du groupe BPCE. À toi, Zachary. Bonjour à tous, donc je suis Zachary Blondeau, le directeur des opérations chez Source of Asia. Et effectivement, on opère sur quatre niveaux sur l'ASEAN. On a donc 4 départements. Le premier qui est historiquement celui avec lequel on a créé SOA de Sourcing and Supply Chain, où on accompagne des clients sur la recherche de fournisseurs, la sécurisation de leur achat et puis leur implantation industrielle. On a un deuxième département, Market Expansion, qui aide plus à entrer sur le marché, à pénétrer sur le marché, aussi bien en amont, sur du suivi opérationnel et en aval. Un troisième département offrant des solutions de support, donc qui s'appelle Corporate Services, où on aide sur de la RH externalisée, sur de la compta externalisée, sur de la création de structures. Et puis un dernier où on accompagne pour le coup des sociétés sud-asiatiques dans leur déploiement à l'international. Alors attendez, hop, je repasse sur les slides. Thierry, je te laisse la main sur la partie, sur l'introduction de Globaliance, si c'est encore nécessaire. Et ton micro est coupé. Même si j'imagine qu'un grand nombre d'entre vous connaissent déjà Globaliance, je vais rapidement représenter le réseau, puisque c'est dans le cadre de ce réseau que la convention a été signée avec BPCE. Donc Globaliance, c'est un réseau d'une quinzaine d'entreprises qui ont monté une association il y a maintenant plusieurs années autour de métiers communs qui sont l'accompagnement des entreprises françaises à l'international et autour d'un ADN commun, c'est-à-dire toutes les entités Globaliance dans les différents pays sont dirigées par un Français installé dans son pays depuis au moins 10-15 ans avec une équipe multiculturelle d'employés locaux au service des entreprises qu'on accompagne. Vous voyez à l'écran la présence internationale du réseau Globaliance avec des membres et des membres affiliés. Aujourd'hui, pour vous donner une indication sur la taille du réseau, on parle de près de 500 collaborateurs installés dans les différents pays et 23 sociétés adhérentes au dernier pointage que vous voyez en bas de l'écran. Donc, on accompagne un grand nombre de clients, on vous l'a indiqué. En cumulé, le chiffre d'affaires qu'on va gérer pour nos clients, au titre de nos clients, sur une année, se monte à plus de 350 millions d'euros. Et ça fait à peu près entre 1000 et 1500 projets gérés chaque année parmi tous les différents adhérents. Un peu dans la lignée
des services de SOA. Les solutions de Global Alliance sont assez multiples. Hein. On est, comme le disait Thierry, des sociétés très similaires. Donc, à la fois sur de la pénétration de marché, sur de l'implantation en propre, les services support dont je parlais tout à l'heure, les corporate services, et une grosse partie sourcing qui prend tout son sens aujourd'hui dans le contexte mondial. Et puis, vraiment de l'opérationnel pur et dur sur du développement des ventes. Donc, vous allez retrouver ce panel de services chez la plupart des membres Global Alliance sur leur secteur de prédilection. Pardon, je l'ai passé. Un petit rappel avec, comme le disait Thierry, les différents experts Global Alliance que vous pouvez bien évidemment contacter pour leur pays en propre. Et puis, nos 2 points de contact, je suis désolé, la souris est un peu sensible. Les 2 points de contact Global Alliance, Barbara Montalan, la directrice générale, pour ceux d'entre vous qui l'ont jamais rencontrée, et puis Maëlle, que vous devez tous connaître depuis le temps qu'elle est avec Global Alliance. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un peu un point d'actualité, même si la zone dans laquelle nous sommes, hein, le Vietnam et l'ASEAN, sont très éloignés de la zone de conflit Russie, pays de l'Est. Il peut y avoir quand même un certain nombre d'impacts, ou en tout cas d'opportunités, d'effets indirects qu'on souhaite évoquer avec vous. Et puis de manière un petit peu plus large, c'est aussi l'occasion de faire un point sur 2 ans après le Covid, avec la Chine qui a beaucoup évolué et qui s'est beaucoup refermée. Que devient le Vietnam? On vous avait parlé il y a 1 an ou 2 d'un accord de libre-échange, on vous avait parlé d'opportunités dans le domaine industriel et sur les marchés très dynamiques. Où on en est dans la période actuelle? Alors rapidement, l'ASEAN, vous vous souvenez, ce sont 10 pays qui se sont groupés il y a quelques décennies, vous les voyez à l'écran. Avec une différence forte d'un pays à l'autre, de fortes inégalités économiques entre Singapour, qui va être sur des niveaux de vie supérieurs à ceux de l'Europe, et des pays comme le Laos ou Myanmar, qui vont être encore au tout début de leur développement économique. Alors, vous voyez le positionnement de cette zone, ça c'est déjà un point intéressant, qui est juste en dessous de la Chine, et vraiment au cœur de l'Asie, et notamment des flux logistiques et des flux de transport entre l'Asie du Nord et l'Europe. Pour vous donner une idée de ce que représentent ces 10 pays au niveau économique, on les a comparés avec l'Union européenne, et vous voyez que c'est quasiment la même superficie, une population de 150 millions d'habitants de plus, donc un marché d'une taille supérieure, et en cumulant les PIB de ces différents pays, c'est aujourd'hui la 5e économie mondiale, mais très proche de l'Allemagne et du Japon. Et les dernières prévisions anticipent que l'ASEAN devienne la 3e économie mondiale, si c'était un seul et unique bloc, derrière les États-Unis et la Chine, à échéance 2030. Donc, c'est une zone importante. Au cœur de l'ASEAN, vous le voyez sous la carte, il y a un pays qui, depuis 5-7 ans, tire particulièrement bien son épingle du jeu, c'est le Vietnam. À tel point qu'aujourd'hui, le Vietnam apparaît comme le hub idéal retenu par les entreprises étrangères quand elles viennent s'implanter sur la zone, comparativement dans les années 2000 à Hong Kong, Singapour ou Bangkok. Et aujourd'hui, clairement, le Vietnam est choisi par rapport à ces autres destinations pour un grand nombre de domaines. Ce qui est intéressant quand on regarde le Vietnam, c'est de regarder la période des 20-30 dernières années, où on est vraiment passé à l'issue de la guerre et d'une période de 10-15 ans où le Vietnam était vraiment dans un marasme économique fort, à un pays qui est en pleine croissance. Vous le voyez sur la courbe en haut à droite, le revenu par habitant qui a explosé sur les 10-15 dernières années. Tout s'est passé autour des réformes économiques que le pays a lancées il y a 30 ans, et surtout d'une démarche qui, depuis, ne s'est jamais démentie, d'intégration dans le commerce international, donc en rejoignant l'ASEAN, on en a parlé, en entrant dans l'OMC, en signant un très grand nombre d'accords de libre-échange, Zachary reviendra dessus tout à l'heure, et définitivement en devenant un pays qui attire beaucoup d'investissements étrangers. En termes de croissance, sur les 20 dernières années, on était sur des moyennes de 6% annuels, ce qui est énorme. Il y a eu évidemment un coup d'arrêt important avec le Covid, on en reparlera, notamment sur 2021 et très peu sur 2020. Et aujourd'hui, le Vietnam a d'ores et déjà retrouvé son rythme de croisière autour de 6%. On prévoit même 6 jusqu'à 6,5% pour 2022. Donc effectivement, Thierry en a parlé, de nombreux accords de libre-échange ont été signés. Il y en a 2 en particulier que
qu'on souhaite retenir parce qu'ils sont assez importants pour le Vietnam dans son activité, mais également dans le rôle qu'il a joué. Le premier, c'est le RCEP, qui a été signé en 2020 et qui est notamment entre tous les membres de l'ASEAN, y compris le Vietnam, bien évidemment, et également l'Australie, la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud. Ça représente un tiers du PIB mondial et de la population mondiale. Donc c'est vraiment un accord assez large. Et on a vu avec notamment les conflits sino-américains sur les conflits commerciaux sino-américains et dernièrement la situation en Europe, un rapprochement de cette zone économique, toute cette zone pacifique et asiatique qui s'accélère. Et puis le deuxième qui est assez significatif, c'est l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne. Alors pourquoi il est significatif? C'est un accord de libre-échange qui a été initialement enclenché par les pays de l'ASEAN avec l'Union européenne, qui n'a pas abouti, mais le Vietnam a décidé de continuer les négociations pour finalement le ratifier, puis le signer et le mettre en place à partir de 2020. Et aujourd'hui, on en voit les effets. Ces deux accords-là simultanés, on en voit les effets par un positionnement stratégique central du Vietnam, géolocalisement, mais également par ces accords de libre-échange, comme un choix stratégique pour s'implanter, que ce soit en termes de fabrication et de manufacturing, mais également en termes de déploiement commercial sur la zone. Et l'autre attractivité du Vietnam, c'est effectivement sa force ouvrière. Pourquoi? On est sur un pays qui a une force ouvrière jeune, qui n'a pas encore atteint son pic de productivité, c'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui rentrent sur le marché du travail et qui sont en recherche d'un emploi, ce qui permet à ce Vietnam qui jouit de l'essor régional et notamment de la perte de compétitivité de la Chine. On parle aujourd'hui de salaires moyens vietnamiens qui sont 63% moins chers moins chers qu'en Chine. Et ben ça lui permet de gagner en compétitivité. Il fallait encore être capable d'encaisser cette compétitivité et aujourd'hui on le voit, le déploiement des zones industrielles, la croissance de la fabrication en sortie du Vietnam, elle est encaissée assez facilement par des créations d'usines, des créations de nouvelles zones de fabrication et la possibilité de le faire sans manquer de main-d'œuvre. L'autre point, c'est que c'est vraiment une volonté du pays localement de se développer. Et donc, on a aujourd'hui une attractivité forte qui est renforcée par des actions politiques, avec notamment quasiment 6% du PIB qui est investi dans le développement de nouvelles infrastructures sur le pays, des zones franches qui sont créées dans certains cas ou des avantages tarifaires pour le déploiement, notamment dans des zones industrielles dans le centre du Vietnam qui sont aujourd'hui en pleine croissance. Donc, il y a vraiment à la fois une attractivité forte, mais également une volonté au niveau du gouvernement de favoriser cette attractivité, ce développement. Et pour ajouter un point à ce que tu viens de dire, Zachary, sur la partie hedge structure, ce qui est très intéressant, c'est de regarder aussi, tu l'as évoqué rapidement, que la Chine a déjà commencé à être confrontée à une baisse de sa population en âge de travailler. Et on s'attend à ce qu'il y ait plusieurs dizaines et potentiellement, je crois, je ne me souviens plus exactement du chiffre, à échéance 2050 ou 2060, 200 ou 300 millions de main-d'œuvre disponibles en moins, alors que le Vietnam, avec sa population plus jeune, ne connaîtra pas de pic de population en âge de travailler au même rythme que la Chine. Donc ce différentiel de coûts par rapport à produire au Vietnam et produire en Chine va probablement augmenter dans les années qui viennent. C'est vraiment une tendance de fond. Et on peut en parler juste rapidement, même si on va réaborder un peu les secteurs clés au Vietnam, mais il y a énormément déjà d'usines chinoises qui ont été relocalisées sur le Vietnam et notamment sur des majeurs type Apple, type Microsoft, Intel également, sur vraiment venir chercher cette main-d'œuvre qualifiée à coût compétitif, mais en gardant un niveau de qualité recommandé. Alors, donc sur ce qu'on appelle le miracle économique vietnamien, il y a quelques fondamentaux. Je ne reviens pas sur la population, la moyenne d'âge, on en a parlé, le taux de croissance également. Quelques points que je voudrais mettre en avant, la classe moyenne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que le Vietnam, et de manière générale d'ailleurs, l'Asie du Sud-Est, je pense là notamment à l'Indonésie, à la Malaisie ou la Thaïlande, sont seulement des pays de production.
C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, sur les 100 millions d'habitants au Vietnam, l'émergence d'une classe moyenne qui est estimée aujourd'hui à peu près 15%, et on prévoit de monter bien plus haut d'ici 2026, jusqu'à un quart de la population. Cette classe moyenne, elle consomme, elle a les moyens aujourd'hui d'acheter des produits importés, et j'irai même plus loin, c'est-à-dire que quand elle en a les moyens, elle va de loin préférer acheter un produit importé. En Asie, au Vietnam, on affiche sa réussite sociale en montrant qu'on achète un produit qui vient de l'étranger, une marque connue. Donc là, il y a tout un driver positif pour les marques françaises dans des secteurs comme la cosmétique, comme l'alimentation, enfin comme un grand nombre de secteurs. On en reparlera tout à l'heure. Ça, c'est un point très important. L'origine Europe et France des produits est définitivement un plus. Et puis, c'est la progression du Vietnam. Vous le voyez sur les différents indices en bas du slide, sur ce qu'on appelle le Ease of Doing Business, l'index de compétitivité, destination des investissements. Le Vietnam a fait vraiment un bond dans ces différents classements. C'était juste avant le Covid, hein, en 2019. Le Vietnam était le 8e pays au monde en termes de destination des investissements. C'est quand même remarquable par rapport à l'histoire du Vietnam, de voir qu'aujourd'hui, il est considéré quasiment par toutes les grandes entreprises comme la zone où il faut venir s'installer pour rayonner et vendre localement. En termes d'actualité un peu plus générale, toute cette zone, aujourd'hui, au niveau économique, n'a pas d'impact, ne souffre pas du conflit Russie-Ukraine. Notamment, alors j'ai appelé ça une neutralité très asiatique, entre guillemets, c'est-à-dire que le Vietnam, proche de la Chine et en même temps un peu rival, en gardant des bonnes relations historiques avec la Russie, mais en étant aussi proche de l'Union européenne. Voilà, le Vietnam, depuis 20 ans, ne se fâche avec personne, garde une neutralité bienveillante, ne prend pas parti et n'est pas du tout au niveau diplomatique impacté par ce qui se passe. Également, un impact Covid qui s'est vite estompé. C'est-à-dire que le Vietnam a connu 2 phases. Une première phase, la première année, où en fait le Covid n'était pas présent sur le sol vietnamien. Le Vietnam avait fermé ses frontières, c'était très strict, et l'économie et la vie à l'intérieur du Vietnam étaient totalement normales. On a ensuite été confronté à une vague assez forte pendant quelques mois, et par chance, la vaccination a été assez rapide et l'organisation, ce qui fait que le Vietnam ne s'est pas tourné vers la solution chinoise qui est de rester fermé pendant des années et des années. Le Vietnam a contrôlé plus ou moins la vague, et puis assez vite s'est dit il faut vivre avec. Ce qui fait que le pays, depuis maintenant à peu près 6 mois, a rouvert. Et aujourd'hui, vous, investisseurs étrangers ou touristes, si vous voulez venir au Vietnam, il n'y a plus aucune contrainte particulière. On a même repris les visas à l'arrivée de 15 jours directement à l'aéroport. Et donc, l'impact Covid, a impacté la croissance pendant peut-être 2-3 trimestres, mais pas plus. Un autre point très important, Zachary l'évoquait un petit peu, et ça c'est aussi une tendance lourde, c'est ce qu'on appelle la China Plus One stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont sur un projet de développement économique ou d'implantation vont choisir, si possible, l'Asie du Sud-Est versus la Chine. Et vu ce qui se passe en Chine aujourd'hui au niveau économique ou sanitaire avec le blocage des frontières, je pense que ça ne changera pas dans les années, enfin dans un proche avenir. Et puis même les entreprises qui sont aujourd'hui déjà installées en Chine vont essayer de délocaliser en général une partie de leur production, pas toute leur production, c'est pas possible, vers l'Asie du Sud-Est. Et le Vietnam, là, retrouve cet effet positif d'avoir depuis une vingtaine d'années vraiment misé sur les investissements étrangers et l'ouverture de son pays aux produits étrangers. Donc, de manière générale, j'ai envie de dire que l'Asie du Sud-Est apparaît comme une zone stable, apparaît comme une zone avec peu de risques et apparaît comme une zone jeune, dynamique, de forte croissance. Et aujourd'hui, dans le monde, il n'y en a pas tant que ça qui ont la chance de cocher ces différentes cases. Sur les secteurs, alors, on en a mis quelques-uns, mais de manière générale, sur l'ASEAN, les 600 millions d'habitants, quasiment tous les secteurs sont en croissance. Je veux dire, les villes se développent, l'urbanisme, les infrastructures, le retail, donc toute la consommation. Enfin, on travaille, nous, vraiment avec des entreprises quasiment dans tous les secteurs. Pour en mettre certains un peu plus en avant, il y a l'agroalimentaire. Et quand on dit agroalimentaire, il ne faut pas penser seulement aux produits finis, qui sont certes une source d'export pour la France importante, mais aussi toute la filière. On a plusieurs dossiers, nous, très intéressants sur des engrais, sur des équipements agricoles, sur tout ce qui est pour organiser la filière agroalimentaire au Vietnam. Les énergies, avec notamment
On le sait peu, mais beaucoup d'efforts faits sur les énergies renouvelables, éolien et solaire. Aujourd'hui, le Vietnam sur l'ASEAN est un des pays les plus en avance, avec enfin des accords qui ont été à peu près fixés avec EVN, l'équivalent d'EDF, sur le rachat de l'électricité produite, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'investissements de groupes occidentaux sur ce secteur. La santé, évidemment, avec un basculement progressif santé publique vers santé privée et des hôpitaux. Qui dit santé dit aussi, c'est un très gros secteur ici, toute la cosmétique bien-être. Ville durable, industrie du futur, Blue Economy, c'est important. Les Asiatiques vont être très connectés, vont être beaucoup d'appétence pour les nouvelles technologies. Donc ça, c'est à garder en tête. Et puis le retail, de manière générale, on évolue vers un système de consommation avec des grands malls où les Vietnamiens adorent se rendre en famille. Et aujourd'hui, les grandes marques de luxe viennent et toutes les marques, toute la tranche moyenne de marché également est présente. Alors juste un petit point effectivement sur l'aspect logistique, puisque ça reste une problématique de fond depuis maintenant 1 an et demi. Le Vietnam et l'ASEAN de manière générale restent perturbés à l'image de la Chine pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui le flux maritime et les lignes d'affrètement partent de la Chine, partent même d'Asie du Nord, pour ensuite passer par l'Asie du Sud-Est. Donc aujourd'hui, il y a toujours une problématique de prix, qui est la problématique majeure. Il y a toujours une problématique également de disponibilité. On se retrouve régulièrement avec des containers qui sont décalés, annulés, avec une problématique au niveau du chargement et des ratés. Cependant, la tendance a plutôt sur une stabilisation. Premièrement, on ne voit pas de hausse majeure depuis les 6 derniers mois. Deuxièmement, il commence à y avoir une rebaisse, ou en tout cas progressivement, on se retrouve avec des containers qui perdent 500 000 $ sur une période de 2-3 mois. Donc, il y a quand même un apaisement à ce niveau-là. On n'est plus sur une hyperbole qui n'en finit plus. Donc ça, c'est un premier point à savoir. Excusez-moi, c'est un premier point à savoir qui est assez important, je pense, pour les clients qui sont régulièrement demandeurs de ce genre d'informations. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a découvert et on a mis en place régulièrement pour nos clients des solutions alternatives. Donc, on réfléchit régulièrement pour être innovant sur notamment une mise en place d'un stock de produits à l'origine, alors quand on est sur du départ d'Asie vers l'Europe, mais également on se retrouve dans d'autres cas à organiser du cross-trading pour nos clients, c'est-à-dire à avoir une fabrication peut-être locale, un stockage local avec un export sous douane, mais localement, et ensuite pour être redistribué sur les pays d'ASEAN, voire même sur les pays qui sont à proximité, plutôt que d'éviter de faire un container qui part vers l'Europe, puis qui ensuite est redistribué sur d'autres pays qui sont beaucoup plus proches. On essaie également de mettre en place généralement des solutions multimodales. Alors quand je dis multimodal, c'est de réfléchir à faire partir vers un seul pays, puis ensuite rediriger via du camion ou dans certains cas des affrètements même par train. Donc ça, c'est quelque chose qui est également intéressant. Et puis, on accompagne également nos clients sur du sourcing local dans certains cas. Donc on a des clients qu'on représente sur une activité de distribution sur l'ASEAN, et ben dans certains cas, aller réfléchir sur un packaging sourcé localement pour éviter les coûts de transport, ou dans d'autres cas, quand on est sur un export depuis l'Asie vers l'Europe, de ne pas forcément importer des matières premières venues d'Europe si elles ne sont pas nécessaires, et d'optimiser la supply chain. Donc il y a toujours cette problématique-là à prendre en compte, qui est aujourd'hui un peu stabilisée et qui va progressivement vers du mieux, mais ça reste quelque chose sur lequel il faut sensibiliser ses clients et notamment les prévenir qu'il n'y aura pas de solution miracle dans les prochains mois. Et je vais peut-être citer un exemple qui montre un peu l'agilité avec laquelle vous pouvez essayer d'entrer sur ces marchés. C'est un fabricant français d'engrais organiques qui exportait beaucoup sur l'Asie et qui, effectivement, les engrais, c'est quand même beaucoup de volume, beaucoup de poids pour une valeur assez faible. Et donc, avec l'explosion des coûts de transport que Zachary évoquait,
clairement, il était plus du tout compétitif sur le marché. Et donc, on a basculé avec lui aujourd'hui sur un projet en fait de monter un atelier de transformation au Vietnam, c'est-à-dire qu'on va importer de France les ingrédients, les principes actifs en fait de l'engrais, qui est quelque chose de technologie reconnue, déposée en France. Donc, on importe à peu près 5-10% du volume précédent. Et ensuite, ici en local, avec un partenaire, on collecte les déchets agricoles utilisés pour mélanger et fabriquer l'engrais. Et ça veut dire qu'il a un impact positif d'environ 90% de son volume à transporter en moins, et ça lui permet d'augmenter ses ventes. Voilà, c'est comme ça souvent qu'on peut appréhender, à mon sens, les marchés du sud-est asiatique. Alors, il nous reste quelques minutes, mais on pourra rester évidemment un petit peu en ligne pour qu'on puisse répondre, si vous en avez, à des questions, des remarques. Vraiment, n'hésitez pas pour nous interroger sur tout ce que vous pouvez avoir en tête. Alors, soit le chat, soit je crois, juste en ouvrant vos micros. Je ne sais pas, Maëlle, tu confirmes que les micros sont activables? Oui, tout à fait. Vous pouvez activer vos caméras pour qu'on puisse vous voir et vos micros pour poser vos questions ou simplement réagir à ce que viennent de nous présenter Thierry et Zachary. Soyez pas timide. Est-ce qu'en attendant, Zachary et Thierry, vous voulez peut-être reprendre un point à détailler sur lequel vous n'avez pas encore pu aller dans le détail Sinon, est-ce que des questions arrivent? N'hésitez pas à intervenir. Il y a peut-être un… Ah oui, allez-y, pardon. Oui, bonjour, Sophie Vochtazek, Banque Populaire Île de Paris. Donc là, je suis chargée clientèle. Par rapport à l'accompagnement sur nos… Alors, je n'arrive pas à activer ma caméra, hein, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais par rapport à l'accompagnement que nous pouvons nous faire vis-à-vis de nos clients au jour d'aujourd'hui, avec justement ce que vous disiez sur les transports et les coûts de transport, c'est dans quel cadre que l'on peut nous… du coup, les orienter vers vous pour qu'on puisse les accompagner dans leur développement sur le territoire asiatique? Je vais peut-être répondre sur cette question-là, Thierry. Alors, nous, on n'est effectivement pas des transporteurs en tant que tels, et donc si c'est vraiment purement une problématique de trouver un transporteur au bon prix et d'avoir des réflexions autour du coût de container, des solutions multimodales, on va pas forcément être le point d'entrée principal, mais vous pouvez tout à fait les diriger vers nous et on saura à ce moment-là les rediriger vers les affréteurs. On aura un rôle peut-être un peu plus en amont, c'est-à-dire sur réfléchir également à leur supply chain actuel et de regarder comment ils peuvent optimiser leurs coûts. Et en fait, là, on va avoir plus un rôle de conseil sur faire un état des lieux de comment ils achètent, où ils achètent et où est-ce qu'ils, où en tout cas ils souhaitent exporter leurs produits et regarder s'il peut y avoir des améliorations qui sont faites dans cette supply chain, notamment pour diminuer ce qu'expliquait Thierry tout à l'heure, diminuer le volume, parce que c'est ça qui coûte le plus cher aujourd'hui, le volume exporter depuis l'Asie vers les pays d'Europe ou l'inverse, et de faire le maximum de transformation localement. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà faites depuis 2 ans maintenant. Alors avec le Covid dans un premier temps, puis ensuite, soit pour la réflexion des accords de libre-échange, soit notamment pour réduire le coût de transport. On a fait une étude notamment pour un client français dans le prêt-à-porter qui cherchait à réfléchir à comment diminuer ses coûts de transport. Et donc, on a regardé un peu toutes leurs origines, là où était faite la transformation actuellement, qu'est-ce qui ferait sens de faire pour bénéficier des accords de libre-échange et pour diminuer leur coût de transport. Et puis, on est revenu avec des solutions sur relocaliser une partie de la production sur un pays, avoir des circuits un peu plus optimisés, notamment sur les approches en matières premières. Donc là, on peut accompagner beaucoup plus sur cette solution-là. Sur le coût de transport lui-même, ce sera de toute manière vers un transporteur qu'on se dirigera. D'accord, très bien. Merci.
Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser aujourd'hui? N'hésitez pas. Non? Dans ce cas-là, peut-être Thierry et Zachary, je vous laisse le mot de la fin. Merci Maëlle, merci à tous. Donc voilà, comme on l'a indiqué, puis comme on le fait depuis un an et demi sur les différentes animations, webinaires et autres avec vous, hein, vous recevrez les informations comme Maëlle vous l'a indiqué. Puis surtout, n'hésitez pas pour vous-même, lorsque vous avez peut-être un rendez-vous entreprise, à nous solliciter même en amont pour nous demander si sur notre zone, on voit des opportunités ou des possibilités de développement. Et puis, à n'importe quel moment, on l'évoquait à l'instant avec vous, Sophie, de ne pas hésiter à nous mettre en relation avec une entreprise qui a une demande et on saura soit la conseiller, soit en tout cas l'orienter probablement vers la personne qui aura la bonne réponse. Donc voilà, merci à tous et puis au plaisir de vous retrouver prochainement, soit en France lors de nos déplacements, soit en Asie maintenant que les frontières sont ouvertes au Vietnam. Bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.